Voire une coalition. Ça ressemble de plus en plus à une coalition. Oui, mais je vais juste répondre au point précédent. Alors, faire des prophéties en disant que le Front républicain est mort, je crois que ça fait 20 ans qu'on dit que le Front républicain est mort. Finalement, il a très bien résisté, il a très bien tenu, et les Français ont montré qu'ils étaient capables de voter, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Parce qu'il ne faut pas oublier, parce que à chaque fois on dit à peu près la même chose, le Front populaire a sauvé le camp macroniste, mais l'inverse est vrai, les macronistes ont sauvé le nouveau Front populaire, et sans le nouveau Front populaire, pas dans la même proportion. Quand même. 75% des électeurs macronistes ont voté pour le nouveau Front populaire. Mais sur combien de circonscriptions? Pour combien de députés? Sur une centaine. Donc c'est quand même beaucoup. Voilà. Pardon, mais, il faut le dire quand même, Nicolas. Non, mais il faut le dire. Bah oui, c'est l'inverse, c'est vrai. Je sais pas si c'est toujours le même camp. Non, mais la gauche se targue énormément et elle a raison d'avoir le plus de députés, d'avoir gagné le second tour, c'est un fait. Mais elle les aurait jamais gagnés sans les voix centristes. Sans les voix macronistes. Donc, jamais. Donc il faut arrêter cette mythologie. La deuxième mythologie qui est c'est que on a l'impression que le nouveau Front populaire a gagné, etc., qu'ils peuvent barader, ils peuvent manifester, quasiment qu'ils tiennent le jour. Non mais qui sont en tête, on est une démocratie parlementaire, pour pouvoir gouverner, il faut avoir une majorité. Et en l'occurrence, si personne n'a de majorité, il ne faut pas avoir de majorité contre soi. Or, quand on fait les calculs, on ne peut pas dire à la fois que les Républicains sont alliés avec le camp présidentiel, et de l'autre côté, on a le plus de députés. Parce que si je compte, parce que peut-être que je ne sais pas compter, les Républicains plus les centristes, ça fait plus de députés que le nouveau Front populaire. Sauf que Nicolas Corato sait compter aussi, il vous dira que 40 députés à peu près pour les Républicains, c'est un peu court pour avoir Matignon. Et pourtant, c'est ce que les Républicains ont gagné. Oui, mais quand vous faites une coalition dans les autres pays européens, c'est normal que le deuxième poste soit donné au parti de la coalition. C'est tout à fait normal. C'était déjà arrivé, par exemple, à l'époque, l'UMP donnait aux centristes le poste de Premier ministre, alors que pourtant les centristes n'avaient pas beaucoup de postes. Ensuite, après, on revient sur le sujet le plus important. La différence entre Barnier et Attal est multiple. Le premier, c'est qu'ils ne font pas partie de la même psychologie et le même logiciel politique. Le premier, Gabriel Attal, fait partie de ce qu'on appelle le nouveau monde. C'est à peu près une arrogance sans résultat. Alors que Michel Barnier a au moins l'humilité de dire qu'il a l'intention de faire sans promettre des résultats qui sont importants. Le deuxième, c'est l'autonomie politique que vous avez par rapport au président de la République. Parce que si Attal avait quelques bonnes volontés, il ne pouvait pas agir sans la concertation, du camp présidentiel, et du président de la République. Donc il n'y avait pas de politique autonome. Pourtant, les ponts étaient coupés à la fin. Donc en fait, le logiciel que vous posez comme question, c'est est-ce que Barnier est différent d'Emmanuel Macron? L'autre point ensuite, après, c'est les priorités que vous mettez en termes de politique publique. Et je pense, moi, que Barnier a un avantage qui est très fort par rapport à Macron et à Attal. C'est que, pour reprendre la phrase de Winston Churchill, Barnier pense à la prochaine génération alors que les autres pensaient à la prochaine élection. Tout simplement parce que Barnier est en fin de carrière et que dans son discours qu'il a tenu lors de vos confrères, par rapport à vos confrères de TF1, il a quand même donné quelques points importants. Il faut combattre ce qu'on appelle la dette financière. Il faut quand même rappeler qu'Emmanuel Macron a fait exploser la dette de 1000 milliards d'euros en 7 ans, alors que 50 ans de président de la République, ça fait 2000 milliards d'euros. Le deuxième paramètre, c'est la dette qui parle de dette écologique. Donc on voit bien qu'il a la volonté de transmettre un pays qui soit dans un meilleur état après son départ que lorsqu'il a récupéré Matignon. Mener une politique d'austérité alors qu'il est perçu, et je dis bien perçu, comme illégitime par une très grande partie de la population. Je ne sais pas si cette partie est majoritaire ou minoritaire, mais il y a beaucoup de Français qui perçoivent ce gouvernement comme étant illégitime. Ça, c'est un fait également qu'on peut objectiver. Et ça, c'est inédit. Comment mener une politique d'austérité quand on a une très grande partie de la population qui ne reconnaît pas, qui ne vous reconnaît pas comme un gouvernement illégitime. Et que, effectivement, il faut bien le reconnaître, les Français, au premier tour, en tout cas, n'ont pas voté pour des politiques d'austérité. C'est pas ce qu'annonçait le RN, c'est pas ce qu'annonçait la gauche non plus, William T. Léger problème démocratique là-dessus, malgré tout. Non, mais il faut différencier la légitimité de position et la légitimité d'action. Est-ce que M. Barnier est légitime à ce poste? C'est celui qui a le plus de députés, en tout cas, c'est celui qui a le moins de députés contre lui. Donc, il a quand même un avantage de position. Maintenant, il a un problème, et c'est le problème que rencontre tout le personnel politique depuis quelques dizaines d'années, c'est qu'ils n'ont pas de légitimité d'action, ils n'ont pas été élus pour le mandat qu'ils prévoyaient de faire. Et donc M. Barnier n'a pas été élu, ou en tout cas M. Macron et la coalition qu'il dirige n'ont pas été élus pour porter un programme dit de rigueur. Pourtant, on fait face à une difficulté, c'est qu'on est sous procédure de déficit excessif, on est sous un gouvernement quand même qui a cramé la caisse avec une explosion du déficit public. On avait l'impression que c'était Jean-Luc Mélenchon qui était au pouvoir. Et maintenant, il faut pouvoir s'attaquer au véritable problème. C'est-à-dire qu'on a 5,6% de déficit. Il faut arriver à 3%. Si vous prenez 2 points de PIB, ça correspond à 60 milliards d'euros. D'économie. 60 milliards d'euros. Ou alors de rentrée fiscale supplémentaire. De rentrée fiscale supplémentaire. Pour donner une illustration, la réforme des retraites appliquée à plein régime, c'est 12 milliards d'euros. Donc il faut entre 4 et 5 réformes des retraites. C'est-à-dire qu'ils ont laissé un véritable boulet fiscal.
par exemple, il y a plusieurs justices fiscales que vous pouvez évoquer. La première, c'est que 50% des Français ne payent pas d'impôt sur le revenu. La deuxième, c'est que 10% des Français les plus riches payent 77% du produit des impôts sur le revenu. Donc on peut parler de justice fiscale de manière différente que celle qui est évoquée constamment et continuellement par les personnes qui ne s'attaquent pas véritablement au problème. Et puis surtout, la coupe de l'affaire le montre très bien, c'est que trop d'impôts tue l'impôt. Le point essentiel que je veux revenir dessus, c'est que pour pouvoir mener un programme, il faut avoir un consentement démocratique et il faut trouver une légitimité. Or, je pense que les Français ont acheté un discours qui était intéressant, comme ils ont plébiscité Édouard Philippe à la sortie du Covid, c'est qu'il faut enfin dire la vérité aux Français pour pouvoir s'attaquer au véritable problème, le mal français qui nous ronge et qui fait en sorte que nous soyons dépendants davantage des marchés financiers et de Bruxelles que des électeurs français qui choisissent un choix souverain. C'est sous Édouard